Au sommaire de cette édition, le président sud-soudanais Salva Kiir et son ex-vice-président et leader rebelle Riek Machar vont signer jeudi un accord de partage de pouvoir selon les autorités soudanaises. Lors d'un discours prononcé à Johannesburg en hommage à Nelson Mandela, l'ancien président des États-Unis Barack Obama a rappelé l'importance du respect des différentes cultures et de l'humanité. Et puis au Kenya, le gouvernement a annoncé qu'une enquête sur la mort de 9 rhinocéros noirs après leur transfert dans une nouvelle réserve dans le sud du pays a été lancée. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Soudan du Sud où le gouvernement et les rebelles, enfoncés dans une guerre civile, doivent signer jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir qui sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet prochain. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les autorités du Soudan voisin. Toutes les parties impliquées dans le processus de paix au Soudan du Sud vont signer un accord préliminaire du partage de pouvoir jeudi. C'est ce qui ressort du communiqué publié par le ministère soudanais des Affaires étrangères à Khartoum, où se déroule depuis juin une nouvelle série de pourparlers de paix. L'accord définitif doit être signé le 26 juillet prochain en présence du président soudanais Omar el-Béchir et d'autres dirigeants de l'Afrique de l'Est. Selon la même source, ni le président Salva Kiir, ni son vice-président, le leader rebelle Riek Machar, protagoniste de la guerre civile, n'ont jusqu'à ce soir rejeté le projet d'accord. Les négociateurs de ce dernier ont d'ailleurs confirmé les deux dates tout en ajoutant qu'ils avaient fait des remarques. Pour rappel, lors de pourparlers le 7 juillet dernier à Kampala, en Ouganda, Salva Kiir et Riek Machar sont déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Ils ont également accepté un accord de partage du pouvoir qui doit voir Riek Machar retrouver la vice-présidence. Le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. En Tanzanie, le président John Magufuli a affirmé que le parti dont il est le leader resterait au pouvoir pour l'éternité. C'était dans une allocution retransmise ce lundi soir en direct à la radio et à la télévision lors du lancement des travaux de construction d'un centre de formation des cadres de son parti dédié à la mémoire de Julius Nyerere, père de l'indépendance du pays et fondateur du parti au pouvoir. Le CCM, le parti au pouvoir en Tanzanie, le restera à jamais et pour l'éternité. C'est ce qu'a déclaré le président John Magufuli. Selon le chef de l'État tanzanien, il n'y a pas d'alternative au CCM et ceux qui s'y opposent auront toujours des problèmes. Il a fait cette déclaration lors du lancement des travaux de construction d'un centre de formation des cadres de son parti à Kibaya, près de Dar es Salaam, la capitale. C'était en présence des membres de son parti et de représentants des partis au pouvoir en Chine, en Afrique du Sud, en Namibie, au Mozambique et au Zimbabwe, venus assister au lancement des travaux de construction du centre. Depuis son accession au pouvoir en 2015, le président Magufuli a été critiqué par des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile pour son autoritarisme, ses détracteurs l'accusant de réprimer l'opposition et la liberté d'expression. Le week-end dernier, il s'est une fois encore attiré de vives critiques en ordonnant que les prisonniers doivent désormais travailler jour et nuit et recevoir des coups de pied s'ils font preuve de paresse. Je le disais en titre, l'ancien président américain Barack Obama a prononcé ce mardi un discours en hommage à Nelson Mandela, 100 ans après la naissance de l'icône anti-apartheid. Dans son discours, Obama a parlé du racisme dans les structures sociales mondiales, passées comme actuelles. À l'occasion du centenaire de la naissance de Madiba, le premier chef d'État noir sud-africain, l'ancien président américain Barack Obama a prononcé ce mardi devant quelques 15 000 personnes dans un stade de Johannesburg un discours très attendu. Le premier président noir des États-Unis a dressé un tableau plutôt sombre du monde actuel entre repli sur soi et peur de l'autre. Barack Obama a également appelé à raviver l'héritage de tolérance et d'unité prôné par Nelson Mandela. Most of Africa, including my father's homeland, was under colonial rule. La plus grande partie de l'Afrique, y compris la patrie de mon père,
étaient sous la domination coloniale. Les puissances européennes dominantes qui ont mis fin à une horrible guerre mondiale quelques mois seulement après la naissance de Madiba, considéraient ce continent et ses habitants principalement comme un butin dans un concours de territoires, de ressources abondantes et de main-d'œuvre bon marché. Abundant natural resources and cheap labor. It is a plain fact that racial discrimination. Il est évident que la discrimination raciale existe toujours aux États-Unis et en Afrique du Sud. Et c'est aussi un fait que les désavantages accumulés au fil des années de dépression institutionnalisée ont créé de grandes disparités de revenus et de richesses, d'éducation et de santé, de sécurité personnelle et d'accès au crédit. Assis aux côtés de Barack Obama, l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa n'a prononcé qu'un bref discours dans lequel il a souligné à demi-mot sa proximité passée avec Nelson Mandela, qui voyait en lui son dauphin. À noter que cette année de festivités se conclura par un immense concert en décembre à Johannesburg avec les stars américaines Beyoncé, Jay-Z ou encore Pharrell Williams. On reste en Afrique du Sud où la répartition démographique des villes n'a pas changé depuis l'apartheid. D'un côté, les quartiers riches et blancs, de l'autre, la majorité noire qui s'entasse dans des bidonvilles loin des opportunités économiques. Reportage. C'est un squat sans électricité avec un seul robinet d'eau pour plus de 300 occupants. Mais pour cet homme, l'immeuble du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud, est sans comparaison avec le bidonville qu'il a quitté un an plus tôt. C'est trop loin. Il n'y a aucune infrastructure, pas de commissariat, pas d'hôpital. Il n'y a rien, absolument rien. L'immeuble est en plein Sea Point, un quartier chic, touristique et blanc de la deuxième ville d'Afrique du Sud, normalement inaccessible pour les plus pauvres qui sont nombreux à travailler ici. On s'en fiche de vivre comme ça si ça montre au gouvernement qu'on veut des maisons dans le centre-ville. S'ils veulent qu'on dégage, le seul moyen, c'est de construire des logements dans le centre. 24 ans après la fin de l'apartheid, la répartition démographique des villes sud-africaines n'a pas changé. Les Blancs vivent dans des quartiers protégés, proches des opportunités économiques, et la majorité noire continue de s'entasser dans des townships loin du centre, pauvres, mal desservis et souvent très dangereux. Les inégalités raciales de distribution de la terre ne sont pas qu'un héritage malencontreux de l'apartheid. Il s'agit d'une prolongation inacceptable de l'apartheid. Au Cap, la municipalité reconnaît le problème, mais assure n'avoir pas pu faire différemment, parents au plus pressés à la fin de l'apartheid en 1994. En Afrique du Sud, nous avons construit 4,8 millions de logements. Des logements gratuits, c'est sans précédent. Mais ce que nous avons fait, c'est les construire là où nous pouvions en faire beaucoup, rapidement et pour pas cher. Donc nous les avons construits à la périphérie des villes, loin des emplois, des commodités, de tout ce qui passe pour acquis. Qu'elle soit agricole ou urbaine, la terre est un sujet explosif en Afrique du Sud. Le nouveau président, Cyril Ramaphosa, a promis d'accélérer la réforme foncière et donc la redistribution à la majorité noire. Le chef d'État joue gros sur la question à l'approche des élections générales en 2019. La Somalie, ravagée par des décennies de guerre, connaît l'un des taux d'alphabétisation les plus bas du monde. Les gouvernements successifs, occupés à gérer crises politiques et menaces terroristes, ont délaissé le champ de l'éducation. Aujourd'hui, les populations qui ont fui leur région et vivent dans des camps de déplacés ne sont pas en mesure d'offrir l'école à leurs enfants. Mais des initiatives citoyennes existent. Les images. Depuis quelques mois, ces enfants retournent enfin à l'école. Cela fait plusieurs années qu'ils vivent avec leur famille dans des camps de déplacés où tout manque. De jeunes étudiants bénévoles de Mogadiscio viennent leur donner des cours sous des abris de fortune. Au début, nous ne pouvions même pas les nourrir, mais au moins, nous pouvions leur donner un enseignement pour en faire une génération éduquée. Les volontaires donnent des cours à près de 600 élèves âgés de 6 à 15 ans dans 4 camps de réfugiés situés à proximité de la capitale. Une opportunité pour ces enfants qui rêvent d'un avenir meilleur que celui de leurs parents. J'aime étudier dans cette école.
Et plus tard, je veux être infirmière pour aider les gens dans les hôpitaux. Sans ressources, les familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Les cours donnés par les jeunes volontaires permettent une alternative aux écoles coraniques qui sont les seules à prodiguer un enseignement gratuit. Ces volontaires donnent des cours à plusieurs de mes enfants parce que je ne peux pas payer les frais de scolarité. Avant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que 2 de mes fils aillent à l'école. Ça représentait $20 par mois chacun. J'ai d'autres enfants et je ne peux pas payer leur scolarité. Des décennies de guerre civile et de famine ont conduit des centaines de milliers de Somaliens à fuir leur foyer et à s'installer dans ces camps, oubliés de toute aide gouvernementale. Selon une ONG internationale, il serait plus de 800 000 dans ce cas. Le premier vol commercial depuis 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a décollé ce mercredi d'Addis Abeba. Une liaison venant concrétiser la spectaculaire réconciliation en cours entre les anciens ennemis de la Corne de l'Afrique. Sur son site web, Ethiopian Airlines a précisé que le vol ET0313 à destination d'Asmara avait quitté l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba après une cérémonie décrite par le directeur général de la compagnie comme un événement unique dans l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Et puis au Kenya, le secrétaire de cabinet pour le tourisme a lancé une enquête sur la mort de 9 rhinocéros. Les rhinocéros noirs en danger critique d'extinction sont morts après avoir été transférés dans une nouvelle réserve dans le sud du pays. Malgré une première expertise qui suggère un empoisonnement dû à une eau trop salée, le secrétaire de cabinet pour le tourisme a annoncé qu'une enquête allait être ouverte pour déterminer les vraies raisons du décès de 9 rhinocéros noirs après leur déplacement dans une réserve du sud du pays. Ces 9 animaux décédés faisaient partie d'un groupe de 11 rhinocéros noirs, une espèce en grand danger d'extinction qui avait été déplacée le 26 juin des parcs nationaux de Nairobi et Nakuru vers celui de Tsavo-Est. Nous nous sommes rendus compte que nous devons poursuivre une enquête indépendante afin d'identifier ce qui s'est passé. Personnellement, je veux être persuadé que ce n'est pas à cause de négligence et que le Kenya Wildlife Service est compétent. J'ai donné une semaine maximum à cette équipe dirigée par le Criminal Investigation Department. D'ici une semaine, nous pourrons expliquer au public ce qui est arrivé aux 9 rhinocéros qui sont morts. De retour d'une visite dans le parc de Tsavo-Est, le secrétaire de cabinet pour le tourisme a indiqué avoir vu les 18 cornes de rhinocéros décédés, 2 par animal. Le déplacement vers un nouvel habitat d'animaux menacés qui doivent être endormis le temps du voyage n'est pas sans risque. Mais la mort d'animaux durant ce type d'opération est rare. Selon l'organisation Save the Rhinos, il reste moins de 5500 rhinocéros noirs dans le monde, vivant tous en Afrique. Le Fonds mondial pour la nature estime que le Kenya en abrite 750. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.